plateau TV du Forum de l'orientation. Donc, je me trouve en charmante compagnie avec deux nouvelles journalistes en l'herbe que je laisse le soin de se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Leïla, je suis en première ES au lycée d'Essaignes. Et je m'appelle Lola, je suis aussi en première ES à Dessaigne. Voilà. Et nous recevons notre nouvelle invitée qui est Madame Poulain, chercheur au CNRS. Et je laisse mesdemoiselles commencer l'interview. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Guylaine Poulain-Vitran et je suis chercheur CNRS et je travaille au laboratoire Gréement. Ce laboratoire est un laboratoire avec différentes tutelles, donc il est à la fois à l'Université de Tours mais aussi à l'INSA Centre-Val de Loire. Et donc il y a deux sites à ce laboratoire, un site à Tours et un site à Blois. Et donc à Blois, je travaille au sein de l'INSA Centre-Val de Loire. D'accord. Pourriez-vous définir ce qu'est le CNRS ? Le CNRS, c'est le Centre national de recherche scientifique, donc c'est le centre de recherche français. C'est, on va dire, une institution qui est complémentaire des laboratoires de recherche universitaires, puisque donc, la recherche scientifique est effectuée dans des laboratoires. Et donc le CNRS est une institution qui coordonne tout ça. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre cursus scolaire ? Alors moi j'ai fait donc un bac S, hein, c'était la première année où existaient les bacs S, L et ES, donc j'ai eu mon bac en 95. Ensuite j'ai fait une classe, des classes préparatoires, maths sup, maths spé en région parisienne. Et puis après, j'ai passé les concours et j'hésitais encore à ce moment-là entre une école d'ingénieur et j'ai passé aussi le concours de l'école normale supérieure de Cachan, qui est une des écoles normales supérieures en France. Certains connaissent celle de la rue d'Ulm, qui est extrêmement connue. Il y en a une à Lyon aussi, il y en a une à Cachan, qui prépare les futurs enseignants ou chercheurs dans des domaines qui peuvent être de la physique, des mathématiques, des sciences de l'ingénieur. Et donc j'ai fait cette école qui offre une formation en 4 ans. Et à l'issue de cette école, j'ai eu la possibilité de choisir entre le métier d'enseignant avec l'agrégation, qui est le concours d'enseignement que j'ai passé à la fin de ces études, et aussi de démarrer une carrière dans la recherche. Et j'ai donc choisi de faire une thèse qui est le diplôme demandé pour pouvoir ensuite enseigner à l'université. D'accord. Vous travaillez bel et bien dans le secteur public ? Oui, tout à fait. Je suis fonctionnaire et ce depuis que j'ai commencé mes études, puisque quand on devient élève de l'école normale supérieure, on devient fonctionnaire de la fonction publique. On signe un engagement décennal, donc pour 10 ans. On est rémunéré, donc j'ai été rémunérée pendant mes études. Et en contrepartie, on s'engage à travailler en tant que fonctionnaire pendant au moins 10 ans, voire plus, bien sûr. Et donc, je suis cadre fonctionnaire. Voilà. C'est pour cette raison-là, du coup, que vous ne travaillez absolument pas dans le secteur privé ? Non, je ne travaille pas dans le secteur privé, même si dans le cadre, comme je travaille, je suis chercheur dans des domaines qui sont proches des domaines des sciences de l'ingénieur. J'ai des projets en commun avec des entreprises. Voilà. Et est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire ? Non, ça a été un peu un enchaînement d'opportunités. Moi, j'ai toujours été très attirée par les mathématiques. Et puis, quand on se lance dans des classes préparatoires scientifiques, on a encore le choix entre les maths, la physique, la chimie, les sciences de l'ingénieur. Et c'est finalement au moment de passer les concours et d'avoir les résultats et de savoir dans quelles écoles j'étais admise, c'est là que j'ai dû faire des choix. Et donc, en entrant à l'ENS Cachan, j'avais le choix entre 3 possibilités, le génie mécanique, le génie électrique et le génie civil. Et j'ai choisi le génie électrique. D'accord. Avez-vous aussi un parcours à l'international ? Alors, mon métier est très tourné vers l'international parce que la recherche, c'est au niveau mondial. Et donc, on communique nos résultats, on échange avec d'autres chercheurs partout dans le monde. On se rencontre à l'occasion de conférences. On a aussi des projets communs avec d'autres pays, que ce soit en Europe ou hors Europe. On est très poussé à ça, hein. On a des financements de recherche spécifiques pour faire des projets avec l'Europe, avec des laboratoires en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, partout en Europe. Donc ma langue de travail, c'est l'anglais. Donc voilà, je travaille en français quand je suis à mon bureau, mais très, très fréquemment, je dois basculer sur l'anglais. Est-ce que vous pourriez nous donner une ordre d'idée de la rémunération de votre métier ?
Alors, effectivement, le fait d'être fonctionnaire fait qu'on est soumis à une grille de fonctionnaires, hein, de cadres, avec une progression à l'ancienneté aussi. Alors, c'est vrai que, pour vous donner une idée, moi, j'ai eu mon poste en 2005 et à l'heure actuelle, je perçois 2700 € net par mois. Voilà. 2700 € net par mois pour combien d'années d'études, vous nous avez dit? J'ai un bac plus 8, puisque pour être enseignant, chercheur ou chercheur au niveau universitaire, il faut avoir la thèse de doctorat qui est un diplôme qui est de type bac plus 8. Pourriez-vous nous donner votre avis à propos de l'égalité salariale ici dans le domaine de la recherche? Là, il y a vraiment égalité salariale puisque la grille, elle est la même pour les hommes et les femmes. Il y a des primes qui sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Il n'y a aucune discrimination. Donc de ce côté-là, je suis l'exemple. Enfin, on est dans un domaine où il n'y a vraiment aucune différence. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la parité dans votre métier? Alors, cette parité, je dirais qu'au niveau de la recherche scientifique, ce milieu de l'enseignement supérieur, on parle de ça, ça dépend beaucoup de la discipline dans laquelle on fait la recherche. C'est-à-dire qu'il y a de la recherche en biologie, en médecine, en mathématiques, en physique, en chimie. Et moi, c'est les sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur, souvent, sont un domaine qui attire peu les filles. Donc moi, je suis dans un milieu très, très masculin. On va dire que si on atteint 25% de femmes, c'est le maximum. Personnellement, j'en suis absolument ravie parce que j'adore travailler dans ce milieu très masculin. On est très bien accueillis, ils apprécient beaucoup d'avoir quelques femmes parmi eux. Et franchement, c'est vraiment que du bonheur. Moi, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Arrivez-vous du coup à gérer votre emploi du temps avec tout ce travail international, vos recherches qui sont nombreuses, vos thèses justement, avec votre vie privée? Oui, alors c'est vrai que c'est une question que se posent beaucoup plus les femmes que les hommes, puisque la vie personnelle et familiale est importante, hein, même si les choses évoluent petit à petit. Moi, c'est vrai que le salaire que je perçois, qui permet de vivre très confortablement, hein, quand même, qui peut sembler peut-être bas au regard du niveau des études, est compensé par une qualité de travail et de vie qui est très très importante pour moi. Donc je fais mes heures normalement, hein, bien sûr, je travaille 40 heures par semaine. Personne ne m'oblige, je n'ai pas une pression hiérarchique qui fait que j'arrive stressée au travail. Cette pression, je me la mets moi-même, puisque quand on est chercheur, on doit faire des recherches nouvelles, de rester à la pointe de la recherche. Bien sûr, on écrit des articles scientifiques où on présente nos résultats et ces articles sont relus par des relecteurs qui sont d'autres chercheurs, pas forcément français. Donc ça donne un certain stress, bien sûr, mais ceci dit, j'ai une grande liberté dans les sujets sur lesquels j'ai envie de travailler. Et donc, c'est vraiment un très bon compromis qui permet de concilier une vie professionnelle et une vie familiale. Alors, sur l'aspect déplacement à l'étranger, ça demande effectivement de l'organisation, puisque quand on va à une conférence au Japon, on ne le fait pas sur 3 jours, on part une semaine. Donc ça demande à ce que son conjoint se montre aussi disponible pour prendre le relais quand il y a besoin, et c'est tout à fait faisable. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites un petit peu en ce moment? Oui, alors moi je travaille sur les matériaux piézoélectriques, qui sont des matériaux particuliers, c'est-à-dire que c'est des matériaux qui, quand on les déforme, ils se chargent électriquement. Et ça marche aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on leur applique une tension électrique, ils se déforment, ils vibrent. C'est le principe du quartz qui est dans toutes les montres à quartz. Et donc ce sont des matériaux extrêmement intéressants parce qu'ils sont à la base de beaucoup de capteurs, des capteurs qui sont dans la vie de tous les jours, typiquement les déclencheurs d'airbag. Ce sont des accéléromètres qui détectent une brusque variation de vitesse de la voiture et qui vont déclencher le système de sécurité. Et c'est des matériaux piézoélectriques derrière tout ça. Et vous travaillez dessus depuis combien de temps, par exemple? Alors moi, j'ai commencé à étudier ces matériaux pendant ma thèse, c'est-à-dire en 2001. J'ai soutenu ma thèse en 2004. Après, j'ai eu mon poste de chercheur en 2005. Et donc là, voilà, en 2018, ça fait maintenant donc
17 ans que je travaille sur ce domaine et que c'est en perpétuelle évolution. D'accord. Et est-ce que c'est un métier qui vous plaît vraiment beaucoup Oui, moi, c'est vrai que ça demande à toujours être un peu perpétuellement étudiant, dans le sens où on doit toujours lire des publications d'autres laboratoires, se tenir au courant des nouveautés, aussi bien en termes de matériaux, de théorie aussi, sur les phénomènes physiques. Donc moi, j'ai toujours aimé étudier, apprendre toujours plus. En plus, le côté de la langue, j'ai toujours aimé les langues, et donc de travailler en parlant très souvent anglais, c'est quelque chose que j'adore, rencontrer. Et puis alors l'aspect voyage, c'est vrai que quand on va présenter ses travaux dans des conférences, on voyage. Alors ce sont des voyages bien sûr qui ont un coût, mais ces coûts sont prévus dans les projets de recherche, puisque dans un projet de recherche, quand on a découvert des choses, on doit ensuite les présenter, les diffuser au monde scientifique. Donc ces voyages, ce n'est pas moi qui les paye, c'est quelque chose qui est pris en charge par le laboratoire. Ça fait partie de notre métier. Très bien. Vous me disiez que votre métier était de plus en plus élitiste, que c'était particulier au système français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux autres pays dans l'Europe, à l'international notamment? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je dirais que le système français ne se retrouve pas dans d'autres pays d'Europe ou du monde, parce que c'est vrai que nous, on a ce fonctionnement de la recherche qui est basé sur des chercheurs qui sont des fonctionnaires, qui ont donc des postes permanents, soit des postes d'enseignants-chercheurs, ce sont les profs qui enseignent à l'université, soit des postes de chercheurs purs, comme moi, et ce sont des postes de fonctionnaires pérennes avec la sécurité de l'emploi. Avant d'arriver à ce poste-là, on passe toujours par une phase de poste temporaire, c'est-à-dire qu'après la thèse, on exerce un an, 2 ans, 3 ans de CDD de chercheur. On fait le même métier, mais on est en CDD. Et ça, cette phase-là, je dirais quand on est un étudiant, un jeune chercheur très dynamique et très motivé et sérieux, cette période-là, elle ne dure pas très longtemps. Surtout si on est mobile et qu'on candidate à des postes sur toute la France. Dans d'autres pays, ces postes de fonctionnaires, des postes permanents, n'existent pas en si grand nombre ou commencent beaucoup plus tard. C'est-à-dire que quelqu'un va rester 10-15 ans avec un poste CDD. Et puis, quand ils vont avoir 40-45 ans, ils vont enfin pouvoir candidater à un poste directement de professeur. Ce statut de professeur, il existe aussi en France. Mais nous, on est fonctionnaire quand on est maître de conférence. Il y a ce grade de maître de conférence avant le grade de professeur. Et donc, c'est vrai qu'on a cette chance en France d'avoir quand même un soutien en termes de moyens humains. Le problème quand même, c'est que des postes, il n'y en a pas de nouveaux. En général, les postes ouverts, ce sont des postes qui sont libérés par des départs en retraite. C'est comme dans la fonction publique. On entend cette question dans les débats politiques. Donc ça coûte cher, le salaire de quelqu'un. C'est un investissement important pour un pays. Donc je dirais qu'en France, à l'heure actuelle, il n'y a plus de création de postes. C'est-à-dire qu'on remplace les chercheurs qui partent à la retraite. Donc c'est pas facile. Mais néanmoins, quand on est un jeune chercheur dynamique et sérieux, on a toutes ces chances. Surtout qu'en France, on a cette particularité qu'il y a les écoles d'ingénieurs et que beaucoup de jeunes scientifiques brillants s'orientent plutôt vers les carrières d'ingénieurs. Quel conseil vous pourriez donner à des étudiants qui voudraient partir dans ce domaine ? Alors, pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur, il y a 2 possibilités. Soit s'engager tout de suite dans des études universitaires, licence, maîtrise, Master 1, Master 2 maintenant. Je suis un peu de l'ancienne école. Quand on a eu son Master 2, là, après, on se lance dans une thèse de doctorat. Donc ça, c'est la voie toute tracée. On peut aussi parvenir par des voies détournées. Moi, je dirais que ce sont des métiers vraiment passionnants. On a des moyens en France qui sont très bons en termes de moyens scientifiques, des moyens expérimentaux pour la recherche. Moi, je travaille dans le domaine de la microélectronique et on a des salles blanches dans différentes universités françaises qui permettent de travailler avec un très haut niveau de technique qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Alors, donc moi, je dirais que l'idéal, c'est de faire un stage en Master 1, faire un stage en Master 2.
se faire une idée de ce que c'est que ce métier. Ça ne passe que souvent c'est par un stage qu'on déclenche une vocation. Et puis parler à vos enseignants, beaucoup d'échanges, de communication, c'est important. Voilà. Du coup, en vue de votre expérience, est-ce qu'il faut nécessairement savoir dès le collège, dès le lycée, ce que l'on veut faire plus tard? Non, moi je dirais que ce qu'il faut, c'est essayer de faire, d'avoir conscience que certaines matières sont absolument indispensables si on veut avoir un métier de haut niveau, on va dire. Et pour moi, ces disciplines dans le domaine scientifique, hein, c'est pas seulement les maths, la physique, la chimie, la biologie éventuellement. Il y a l'anglais. Pour moi, l'anglais, c'est élémentaire. Hein. C'est la base. Les autres langues, c'est du bonus. Mais l'anglais, si on n'a pas un bon niveau en anglais, alors on peut se rattraper après le bac. Hein, un petit séjour dans un pays anglophone et on rattrape vite son retard. Mais il ne faut pas négliger l'anglais. En parlant de ne pas négliger l'anglais, est-ce que vous avez passé une partie de vos études dans un pays étranger ou un semestre? En ce qui me concerne, non. Mais c'est vrai que dans la plupart des écoles d'ingénieurs actuellement, c'est obligatoire. Il faut avoir fait au moins un stage à l'étranger. C'est essentiel. Il y a des facilités, il y a tout l'encadrement dans les écoles aide les étudiants à aller faire un semestre ou un stage de plusieurs mois à l'étranger. Moi, j'ai pas eu cette chance, mais ça m'a pas empêché de me mettre à l'anglais quand même par d'autres moyens. Où est-ce que vous avez fait vos études, vous, du coup? Donc moi, j'étais au lycée à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Ensuite, j'ai fait ma classe prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris. Et puis après, donc l'ENS Cachan, en département génie électrique. Et puis après ça a été une thèse dans un laboratoire de l'ENS Cachan, donc le laboratoire SATI à Cachan. Vous avez de nouvelles perspectives professionnelles ou êtes-vous totalement épanoui dans votre métier? Alors oui, quand on est chercheur ou enseignant-chercheur, on doit en permanence penser au futur. Donc je reste très à l'écoute des orientations, des nouveaux matériaux, des nouvelles applications. Et puis il y a aussi des petites évolutions ponctuelles aussi propres au système français. Donc là, je vais bientôt passer mon habilitation à diriger des recherches, qui est un diplôme supplémentaire qui va me permettre d'encadrer toute seule des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants. Et puis après, il y a encore des évolutions au niveau de la carrière de fonctionnaire en France. Mais on va dire que de toute façon, c'est un métier où on ne s'ennuie pas, où il n'y a jamais 1 an, 2 ans pareil, où on fait des nouveaux projets et des nouvelles collaborations. Donc sans regret? Sans regret du tout. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présent au Forum des métiers 2018. Merci. Et bonne journée.